L'eau est la matière et la matrice de la vie. Cette maxime de Albert Zant-Yorgui, scientifique hongrois, prix Nobel de la physiologie ou médecine en 1937, nous démontre l'importance de l'eau dans la vie humaine. Elle a une grande incidence sur la fondamentale. Mais il y a des cas où celle-ci se transforme en objet de mort si on n'y prête pas attention. Elle peut amener des maladies virales, parfois sans traitement. Heureusement, il y a des professionnels de santé qui savent s'y prendre. Des experts en la matière tels que le docteur Menga Olivier, exerçant ici dans ce grand centre hospitalier Montcollet. Ce docteur, avec une grande expérience, est donc l'invité de notre magazine consacré à la santé, Docteur Plus, et nous allons à sa rencontre. Docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Docteur. Merci. Vous pouvez entrer, vous pouvez prendre place. Comme je venais de le dire, nous avons d'abord des agents en soi, qui sont les agents causaux de la maladie. C'est ce que je venais de citer. Choléra, nous avons les vibrio cholérae, pour l'entérocolite, d'autres gastroentérites peuvent être dit les Escherichia coli, Salmonella, ici par exemple. Et au-delà de ça, nous avons le comportement humain qui favorise aussi la propagation de ces maladies, entre autres une mauvaise hygiène corporelle et aussi des aliments. Lorsque la mortalité, ça dépend aussi de la prise en charge. Lorsqu'on ne prend pas en charge, on peut risquer des conséquences. Mais il y a d'autres qui, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge assez tôt, peuvent aussi entraîner la mort très rapidement. Prenons l'exemple du choléra, il y a une déshydratation qui entraîne des troubles au niveau de l'organisme. Et tant qu'on n'a pas de l'eau dans l'organisme, le milieu intérieur n'est plus en équilibre. Pourtant, c'est cet équilibre du milieu intérieur qui permet que tout ce qui a forme métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui concourent à la transformation de ce que nous mangeons pour que les cellules puissent les utiliser efficacement, puissent permettre un bon bien-être de notre corps qui sera plus respecté. Par conséquent, il y a des anomalies, donc il y a une dérégulation qui va entraîner donc des maladies. Et aussi par exemple avec Salmonella typhi, là nous pouvons avoir une perforation par foie, qui peut entraîner un tableau infectieux et une péritonite, qui peut emporter aussi la personne avec une hémorragie. Ça dépend du degré du stade où la personne est et si la prise en charge est faite assez tôt ou pas. Alors, retour du choléra au pays. Je dirais avec les multiples inondations que nous avons eues depuis l'année passée, depuis cette année, beaucoup plus au mois d'avril, au mois de mai, parce que ça a permis aussi une contamination. Et pour moi la plus grande cause, parce que en ce moment que nous avons la contamination de matière de la nourriture. Et si vous voyez, la plupart de ce qui nous est vendu, c'est exposé presque au sol. Et avec toute cette inondation, et après on expose donc des matières fécales peut-être qui étaient
dans l'eau vont souiller aussi l'alimentation qui ne sera pas bien préparée et par conséquent nous sommes contaminés. Et pour parler aussi de la progression, c'est aussi un côté le manque d'information. Si la population est assez mieux sensibilisée, elle pourra prendre des mesures qui vont les protéger contre cette propagation. Donc nous avons d'un côté je peux dire ce que la nature a fait avec les inondations et de l'autre côté le manque d'information. Et alors c'est comme je venais de le dire que nous avons été victimes de plusieurs inondations, sûrement avec le changement climatique, mais pas seulement le changement climatique, mais il y a aussi l'urbanisation qui n'est pas adaptée à la capacité à la charge de la population qu'il y a actuellement. Nous sommes beaucoup plus concentrés dans une zone et d'occuper toute une surface. Et si on essayait d'améliorer le côté urbain et les voies de canalisation pour amener l'eau vers le fleuve facilement, je crois qu'il n'y aura plus assez d'inondations et il n'y aura plus cette contamination. Et au-delà de ça, les gens comme on vient de parler, mais les inondations sont aussi des dangers parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont été victimes. Il y a ceux qui ont péri pendant ces fortes pluies. Il y a ceux qui peuvent se faire contaminer au-delà des pathologies hydriques. Il y a aussi d'autres conséquences qui peuvent être physiques. Entre autres, il y a un morceau métallique qui peut venir vous blesser et vous pouvez vous faire piquer pendant les déplacements avec le courant d'eau, peut-être par un objet qui a été souillé par d'autres virus, le VIH ou bien hépatite. Et vous pouvez facilement attraper ces maladies. C'est vraiment un danger, non seulement du point de vue clinique, mais ça englobe un peu beaucoup plus le côté physique, le côté social aussi, parce qu'il y a des familles qui vont se retrouver à la belle étoile et qui ne sauront plus comment vivre, c'était seulement des maisons si chères. Il y a des familles qui vont se retrouver que leur économie ou leur activité principale ne sait plus produire suite à ce qu'il y a eu comme dégâts. Voilà, donc c'est économique, c'est social, il y a ceux qui peuvent perdre des membres de leur famille. Ça va aussi affecter toute leur vie, peut-être même l'éducation, pour ceux qui perdent les parents et qui ont une forte promiscuité. Nous avons parlé au début de la consommation d'eau, 20 litres par jour, mais ils sont nombre de combien? Parce que avec en avril, pour les rapports qui étaient sortis entre le 25 et le 27 avril, dans les 4 zones, on était déjà dans les 539 000 sinistrés. Et sur 539 000 sinistrés multipliés par 20, ça te donne plus de 10 millions, si je ne me trompe pas, de litres qu'il faut avoir par jour. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont cette quantité d'eau par jour. Et au-delà de ça, combien de WC, je peux dire, pour combien de personnes qui laissent entendre que nous aurons certaines personnes qui vont ne pas le faire au water close normalement. Et tout ça, ce sera des facteurs qui vont favoriser la contamination et le manque d'hygiène par rapport au surnombre. Et la maladie pourra toujours s'installer. Et parlant de nouvelles variétés, alors principalement il y a beaucoup de souches, mais de choléra. Et celle qui est plus mortelle pour l'homme ou qui a entraîné beaucoup plus de pandémies dans le monde, c'est la souche O1. Alors, elle a ces petites variantes qui peuvent aussi être endémiques parce que la 0,139 est beaucoup plus restée en Asie. On n'a pas fait de dégâts dans le monde. Alors,
Les nouvelles souches peuvent beaucoup plus apparaître. Donc, quand je parle de nouvelles souches, c'est toujours 0,1, mais c'est toujours qui peuvent apparaître si on fait ce qu'on appelle les traitements de masse. Le traitement de masse peut ne pas être assez efficace ou peut faire engendrer des résistances et nous aurons donc une déviation par rapport à l'immunité, ce qui pourrait engendrer des souches. Et concernant la clinique, donc les symptômes, une clinique de cette maladie, d'abord le choléra et les fébrile. La maladie est fébrile, donc le patient vient avec la fièvre, beaucoup plus nous aurons des vomissements, nous aurons la diarrhée, nous aurons des maux de ventre et les signes de déshydratation. Parfois, ça peut entraîner une insuffisance rénale, donc ça c'est pas visible, ça c'est lorsque nous allons faire des examens que nous verrons que la personne est en insuffisance rénale. Pourquoi? Parce qu'il y a des hydratations. Les hydratations, pourquoi? Parce qu'elle vomit et elle fait la diarrhée. Et la diarrhée est un peu caractéristique. Pour le choléra, nous avons du liquide, vraiment du liquide, teinté un peu de points dans les points. Mes patients, totalement, nous ne prenons pas vraiment en charge totalement. Nous avons des mesures de base que nous mettons, donc la réhydratation, parce que c'est beaucoup plus la déshydratation du patient. On les réhydrate, on regarde s'il n'y a pas de troubles ioniques et nous corrigeons. Mais sinon, nous informons à la zone de santé et la zone de santé va nous mettre en contact avec le centre de traitement de choléra, encore comme celui des Grands Cocolos, où nous envoyons la plupart des patients qui sont venus chez qui nous avons suspecté le choléra. Et il y a pour ceux pour lesquels les résultats étaient devenus positifs. Voilà. Et le traitement médical, je ne vais pas demander à la population d'aller faire de l'automédication, mais on utilise un moyen pour prévenir la propagation de la maladie, c'est-à-dire limiter la contamination, la chaîne de contamination. Et pour cela, le patient est isolé pendant un moment. Et heureusement, avec le choléra, ça prend pas beaucoup de jours. Au bout de 4-5 jours, la personne est guérie et puis elle pourra sortir, rentrer à la maison. Donc, c'est pour qu'elle puisse recevoir le traitement qu'il faut avant de pouvoir retourner à la maison. Alors, le lot de médicaments, jusque-là, nous n'avons pas bénéficié, mais nous sommes en contact avec la zone de santé qui vraiment est en train de distribuer et pourra nous faire part du lot. Et aussi, je crois récemment, il y avait une forte contamination vers Maman Coco, où il y a un grand lot avait été privilégié, envoyé. Il y avait beaucoup d'enfants. Alors, aux patients, c'est beaucoup plus les mesures d'hygiène, et parmi lesquelles tout commence ce qui concerne la sélection des aliments qu'il faut manger. Il ne faut pas aller prendre des aliments qui sont vendus sur les sols. Là, déjà, il y a un grand risque de contamination. Deuxièmement, il faut mieux cuire ces aliments parce que ce n'est pas la faim qui va te faire exposer à manger des aliments non cuits et pour être contaminé. Il faut prendre le temps de mieux bouillir cela. Et après, il y a aussi le lavage d'eau, le lavage de main avec de l'eau propre et non contaminée, surtout, et en y mettant aussi du chlore, et aussi pour toutes les surfaces où nous suspectons qu'il y a eu une personne contaminée qui on peut les désinfecter avec de l'eau chlorée. Et dans l'eau que nous prenons, nous pouvons aussi mettre chlore parce que il a été prouvé que chez certaines personnes qui ont un taux de chlore moindre dans leur estomac ont la facilité de faire cette maladie. Alors le chlore permet de tuer et de prévenir. Il faut utiliser vraiment le chlore et mieux bouillir l'eau avant de pouvoir la consommer
pour l'information, informer la population. Nous sommes là pour ça, c'est notre travail ensemble. Vous venez de suivre le docteur Madika Olivier qui nous a parlé en long et en large des maladies hydriques, maladies réelles et virales. Merci de continuer à suivre votre émission qui répond à vos questions, à toutes vos questions liées à la santé. Une chose, un geste important pour prévenir les maladies hydriques.